L'éducation thérapeutique sur la structure actuelle à Coulommiers, elle s'intègre donc d'abord dans la construction de la structure, qui au départ était un projet qui visait à répondre à la désertification médicale. Et donc un ensemble de professionnels de santé a décidé de se regrouper et de former une maison de santé, ce qui est devenu maintenant une maison de santé, avec un cadre universitaire qui comprend donc un volet de recherche. Et donc dans le cadre de cette recherche, on a mis en place un projet d'éducation thérapeutique qui est financé donc par l'ARS et qui regroupe donc comme professionnels de santé donc des médecins, euh, des pharmaciens et des infirmiers. Le but, c'est d'essayer de démontrer que l'éducation thérapeutique qui s'intègre au jour le jour dans les soins est possible, est faisable et efficace, efficiente. En tant que pharmacienne d'officine, c'est vrai que le projet d'éducation thérapeutique m'a semblé très intéressant. On avait commencé à réaliser des entretiens pharmaceutiques déjà depuis que la loi HPST nous l'autorisait. Donc c'est vrai que ça permettait déjà d'avoir une première approche, mais l'éducation thérapeutique, ben, ça nous a permis d'approfondir vraiment le déroulement d'un entretien avec un patient, de pouvoir communiquer avec lui encore mieux. Concrètement, participer à ce projet, ça va nous demander du temps, parce qu'il va falloir qu'on se ménage des créneaux horaires pour pouvoir recevoir les gens euh, dans un local à part, de façon à pouvoir être tous les deux et pouvoir discuter un petit peu de tout ça. C'est surtout un problème de temps et d'organisation. Mais c'est faisable, ça, sans problème. À travers ce projet de recherche, on a fédéré donc l'ensemble des pharmacies du territoire, donc actuellement 100% des pharmacies, dans ce projet. J'ai pris conscience des ressources de mes collègues non médecins, et puis je m'appuie plus sur ce que les collègues peuvent apporter. Donc le regard a changé, hein, et je sais que le regard sur la pratique des médecins a changé également. Le bénéfice qu'on peut en tirer, c'est donc de ne plus se sentir seul dans le travail. C'est de se parler entre professionnels. Depuis de nombreuses années, je travaille en ne connaissant pas les médecins, en les rencontrant peut-être lors de soirées d'enseignement post-universitaire ou de réunions professionnelles diverses, mais jamais concentrer notre travail ensemble dans un territoire. Et le fait que dans un territoire, on puisse dire, voilà, c'est comme ça qu'on peut faire, c'est important. Et voilà. Dans le projet initial, il était prévu que ce soit les médecins qui incluent par le biais d'un diagnostic éducatif, puis qui remettent au patient un plan personnalisé qui lui permettait d'aller voir les différents intervenants, que ce soit pharmaciens, infirmières, médecins, diététiciennes. Or, les différentes discussions qui ont été faites lors des dernières formations a permis de mettre en évidence que le médecin n'avait pas forcément la pertinence absolue pour inclure les patients et que donc les inclusions pouvaient être faites par quiconque rencontrait le patient, qui sentait un patient qui avait besoin de rentrer dans ce type de processus. Si tant est qu'il y ait des patients qui n'en aient pas besoin. Depuis que le projet a démarré et qu'on a commencé la formation à l'éducation thérapeutique, hein, on a eu une phase d'attente un petit peu où on attendait que les médecins nous renvoient les patients pour pouvoir faire les entretiens. C'est vrai que cette phase était un peu longue et aujourd'hui on a avancé dans le projet tous ensemble et on a réalisé en fait que tous les professionnels de santé étaient en mesure d'inclure des nouveaux patients et que les médecins n'étaient pas les seuls à pouvoir nous les adresser. Et ça c'est quelque chose
donc qui est positif. Alors, ça a été une difficulté, mais on a réussi à surmonter cette difficulté. Ce que j'ai pu aussi expérimenter, c'était des consultations plus longues, hein, mais qui deviennent de plus en plus, peut-être de plus en plus rapides avec le temps, hein, avec la pratique, mais quand même un peu plus longues que mes consultations standards. Mais aussi dans mes consultations standards, j'intègre par touche une posture, des questions, une écoute qui est plus dans la veine de l'éducation thérapeutique centrée patient à intégrer aux soins. Les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'infirmier libéral, je pense, c'est déjà, dans un premier temps, le temps, en fait. Le temps. Parce que, en fonction du nombre de patients qu'on voit, par exemple, dans la matinée, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de réellement de se poser, prendre une demi-heure ou 3/4 d'heure avec un patient, une patiente, pour vraiment évoquer ces sujets-là. Donc on réfléchissait par rapport à ça, comment on va arriver en fait à trouver un moment, soit sur nos journées de repos, soit sur des journées quand on fait des demi-journées le matin et qu'on a un peu le temps donc l'après-midi avant de venir à la permanence pour pouvoir en fait emmener à rencontrer des patients pour avoir vraiment un temps dédié vraiment à ça. Voilà, je pense que dans un premier temps, vraiment des temps dédiés et ensuite, une fois que la pratique va vraiment se faire et que le cheminement va aller dans le bon sens, je pense qu'après, on va essayer petit à petit de l'inclure vraiment dans nos tournées à nous, quoi. C'est un patient nouveau qui était suivi donc pour un diabète avec des complications macrovasculaires, donc un diabète ancien chez un patient qui est âgé, avec plusieurs traitements, dont certains qui étaient pris plus ou moins de façon aléatoire. Voilà. Donc moi je l'ai vu en entretien qui a duré une bonne heure, en présence de son épouse, et on a convenu ensemble que le mieux pour lui serait qu'il marche. Voilà, tout simplement. Et donc je l'ai revu à 2 reprises depuis, et il marche vraiment. Il vient même au cabinet exprès à pied, et il fait ses courses à pied, et il se sent mieux, il se sent bien, il est heureux, et son épouse est heureuse qu'on ait eu cet entretien et que son mari fasse l'effort de sortir et soit demandeur même de marcher. Son diabète, donc on a réduit le traitement, on a modifié le traitement, on a enlevé les antidiabétiques oraux, on est resté sur l'insuline qu'il avait, qu'on a adapté, et il a maintenant des glycémies qui sont parfaitement équilibrées pour son âge, et il se sent bien mieux, et son épouse est contente qu'on ait pu faire ce type d'intervention. L'éducation thérapeutique, pour le médecin généraliste, ça apporte une amélioration de la relation au patient, avec le renvoi au patient d'un certain nombre de qualités attendues du médecin généraliste, qui sont l'écoute et la prise en compte à la fois de la réalité, mais aussi des choix du patient. Et ça permet d'être formulé très clairement. C'est-à-dire que le médecin peut faire ses choix d'écoute et de prise en compte du patient, mais dans l'ancien modèle, a tendance à être dans la prescription. Donc la lisibilité de ce qu'il entend n'est pas claire dans ce qu'il prescrit. En revanche, dans l'éducation thérapeutique, dans ce modèle-là, il est très clairement établi que ce n'est pas le médecin qui prescrit, mais c'est le patient avec le médecin qui convient d'un projet de soins. Et donc, le fait que ce soit clairement établi entre les deux protagonistes permet au généraliste d'être très clair dans la relation avec son patient. Nous avons déjà 2 ou 3 projets de séances collectives que nous allons mettre en place d'ici la fin de l'année. Donc un projet sur la manipulation du lecteur de glycémie pour les patients diabétiques, un projet collectif sur comment prendre un traitement au long cours, et puis un projet collectif sur l'activité physique. Voilà. Je suis impatient en fait de débuter, de vraiment voir, vraiment concrètement en fait, de voir et d'animer en fait un groupe.
suis vraiment très impatient. Ce qui a été facilitant dans ce projet, c'est déjà la relation qui s'est développée entre tous les professionnels de santé concernés. Le changement de relation entre tous les professionnels, déjà dans la même profession, et ensuite entre les différentes professions. C'est beaucoup plus facile de téléphoner à un confrère, médecin, infirmier, ensuite pour régler un problème. Pour l'instant, le mode de communication qu'on a prévu entre professionnels, c'est prendre son téléphone et décrocher son téléphone, c'est encore le plus simple. Et on a mis en place également une feuille qu'on appelle donc, le plan personnalisé de soins, qui va suivre le patient, mais c'est le patient lui-même qui en aura la responsabilité. Donc l'originalité de ce projet, c'est aussi surtout de faire en sorte que le patient soit le centre de cette éducation thérapeutique et qui soit le vecteur de l'information et qui soit le lien entre les différents professionnels. Les difficultés liées à ce choix, c'est trouver un outil qui permette de faire le lien, un outil qui soit en possession du patient, mais qui permette en même temps un travail coordonné entre les différents professionnels. C'est un document qu'on appelle le PPS, qu'on a adapté à notre territoire et à notre équipe. C'est une sorte d'élément de dossier qui est en possession du patient, sur lequel il peut noter ce qu'il juge nécessaire de noter et qu'il présente aux différents professionnels de santé qu'il va rencontrer. C'est le patient qui remplit et le professionnel qui remplit avec le patient. L'éducation thérapeutique va nous apporter un autre contact avec le patient, différent du contact au comptoir. Je me suis rendu compte que quand je prenais quelqu'un en tête-à-tête, la relation n'est pas du tout la même et les gens sont beaucoup plus ouverts, parlent plus facilement de leurs problèmes, car ils sentent qu'on s'occupe d'eux. J'ai envie de dire que cet enseignement pourrait être dispensé dès le départ quand on rentre dans les professions de santé, le pharmacien en particulier. On fait des études, c'est très théorique, on apprend plein de choses, on attache beaucoup d'importance à la toxicité des médicaments. Moi, je me souviens d'avoir commencé mes études, j'étais paniquée à me retrouver en face de quelqu'un dès que je me suis retrouvée au comptoir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce métier ? On ne m'a pas appris à être en face de quelqu'un, on ne m'a pas appris à le comprendre. Et voilà, j'ai envie de dire, surtout, foncez, intégrer ça dans les cursus professionnels, quel qu'il soit au niveau de la santé. Ce projet de recherche, normalement, touche à sa fin. Ce que je souhaite, et ce que beaucoup d'entre nous souhaitent, c'est qu'il continue sous une forme qui n'est plus une expérimentation, mais une pratique quotidienne, et qu'on arrive à l'exporter au-delà de la maison de santé de Coulommiers et du pôle de santé de Coulommiers. On vit des rapports avec les professionnels de santé qui sont différents et bien plus riches. Et puis, dans ma pratique, je constate que j'étais souvent avec un sentiment d'échec, et là, je suis plutôt plus souvent avec un sentiment de réussite. Hein. Donc mon but, à terme, est quand même d'exporter et de propager l'éducation thérapeutique telle qu'on la vit actuellement, au-delà de Coulommiers. CareDiab, c'est au départ une association de professionnels de santé qui a été créée en 2003 par des médecins traitants. L'association des réseaux de santé, les seuls membres
qui en font partie sont des professionnels de santé dans le sens large, social, médico-social, psychologique, libéraux, salariés, peu importe. Des structures peuvent être aussi adhérentes de l'association. Et cette association s'appuie sur une équipe salariée qui, elle, n'est composée que de professionnels administratifs ou de gestion de projet. Dès lors que l'on met en œuvre un programme, une action, quelle qu'elle soit, on détache un chef de projet dans l'équipe salariée qui vient se mettre en interface avec un membre du réseau, professionnel de santé, pour que ce professionnel ou ces professionnels de santé soient garants du contenu, de quoi nous parlons, quelle est la problématique de santé sur laquelle nous travaillons, quel est l'objectif que nous souhaitons atteindre. Professionnel de projet, je suis garant de la méthodologie, de l'organisation administrative, du portage vers les financeurs, de la réflexion, de la mise en œuvre, de l'évaluation, pour pouvoir rendre des comptes sur ce qui est fait et ce qui est financé. Ma démarche professionnelle, c'était de m'intéresser aux patients et d'essayer de quitter un petit peu les poncifs de la prise en charge biomédicale pour aller vers une écoute, une place plus importante laissée aux patients, mais je m'apercevais que ça ne suffisait pas et qu'il fallait passer à une étape supplémentaire. Et la posture éducative qui est proposée dans le cadre d'une éducation thérapeutique bien menée m'a paru une solution intéressante pour essayer de comprendre un peu les obstacles que l'on rencontrait dans la prise en charge des patients. Tous les professionnels souffrent actuellement de devoir suivre, je dis bien de devoir suivre des patients dont le comportement n'est absolument pas adapté à la pathologie et de tendre le dos sur les complications qui ne vont pas tarder à arriver et qui vont complexifier encore plus sa prise en charge. Ce qui fait que la relation avec le patient devient de plus en plus difficile, désagréable, ingrate, alors que si l'on arrive à faire évoluer son patient, les retours sont au contraire très agréables, enrichissants. Alors, le programme d'éducation thérapeutique qu'on a mis en œuvre a évolué dans le temps. Il a commencé en 2010, avec les premières autorisations qui ont eu lieu en Champagne-Ardenne. Et le programme, au départ, était orienté dans une relation binôme médecin-infirmier. Et donc ce binôme, on l'a mis en œuvre et ça a pas mal fonctionné. Mais il y a eu une vraie problématique à laquelle on a été confronté assez rapidement. C'est qu'en fait, il y avait tout un tas de sujets qui dépassaient les connaissances et les compétences de l'infirmière. Comme on parlait de la question du diabète, fatalement, il y avait des questions autour du pied diabétique, il y avait des questions autour de la diététique, l'activité physique. Et ça, les infirmières n'avaient pas forcément toutes les clés pour accompagner les patients sur ces sujets-là. Et de nous dire qu'elles étaient en difficulté. Du coup, on s'est dit, mais c'est pas un binôme qu'il faut. C'est plein de binômes. Pour que les médecins, dans leur patientèle, fassent des bilans éducatifs partagés et puissent s'appuyer, en fonction de ce qui aurait été dit dans le bilan éducatif partagé, sur des ressources, des professionnels de santé, qui vont, si le patient le souhaite, en a besoin, recevoir le patient et continuer le bilan éducatif partagé au travers d'un bilan spécifique et puis donc de préciser les choses et puis de mettre en œuvre les séances pour atteindre les objectifs qui auront été fixés entre le paramédical, le médecin et le patient. Donc du coup aujourd'hui, il y a dans la région quelque chose comme une quarantaine de médecins généralistes formés à l'éducation thérapeutique impliqués dans le programme et quelque chose comme un peu plus de 40 professionnels paramédicaux autour de ces professionnels, donc, qui vont pouvoir recevoir leurs patients et les accompagner sur les sujets qui ont été vus lors du bilan éducatif partagé. Ce qu'il y a de particulier dans le programme Carré Diable, c'est qu'elle est mise en œuvre uniquement par des professionnels libéraux, formés à l'éducation thérapeutique bien sûr, qui sont dans le périmètre, dans le territoire autour du patient, qui ont l'habitude de prendre en charge ce patient. C'est-à-dire que c'est le médecin généraliste qui, dans sa patientèle, va recruter des patients et à la suite d'un entretien à visée éducative, il va pouvoir dégager des thématiques éducatives et l'orienter vers l'infirmière avec laquelle il travaille d'habitude, la diététicienne du secteur qu'il connaît aussi, ou le podologue, ou le kinésithérapeute, ou l'éducateur médico-sportif, tout ça dans le périmètre habituel du patient. Et ça me semble fort intéressant
pour que au cours de la vie du patient, dans des situations qui se dégradent bien souvent, ça puisse être ces mêmes soignants qui continuent à avoir une approche éducative et pas seulement de l'éducation thérapeutique à un moment qui serait fait ailleurs. La richesse de ce programme, c'est également tout le volet formation, où les professionnels se forment ensemble sur un même territoire, où les professions se découvrent entre elles. On se rend compte qu'un médecin n'a pas toujours conscience de ce que peut apporter dans une dimension éducative un podologue, par exemple, sur la prise de conscience du risque podologique, par exemple, ou ce que pourrait apporter une infirmière autre que d'apprendre à faire des injections d'insuline ou adapter une dose. Je m'appelle Aurélie Michelet, je suis diététicienne, j'exerçais en libéral. C'est à ce titre que je suis intervenue dans le projet d'éducation thérapeutique du patient de Carré-Diab. Donc maintenant, j'ai arrêté tout récemment pour avoir une activité salariée en tant que diététicienne en centre hospitalier, dans un service de diabétologie où je peux de ce fait continuer à pratiquer l'éducation thérapeutique. J'ai trouvé ça très intéressant, ce qui avait été mis en place dans le projet, c'est-à-dire déjà de prendre vraiment un temps, une première consultation pour échanger avec le patient. Voilà, vraiment apprendre à connaître le patient, savoir où il se situe par rapport à sa maladie, à ses problèmes, définir avec lui ses difficultés, ce qui peut l'aider à atténuer ses difficultés, et puis finalement de voir ses priorités et de fixer un objectif sur lequel on allait s'appuyer pour les séances qui allaient suivre. Ce qui leur permettait finalement de continuer à réfléchir aussi entre les séances, parce que des fois on mettait en avant une difficulté au cours de la première séance, et tout de suite ils mettaient en place des solutions quand même. Donc ce qui permettait des fois d'avoir un autre objectif. On avait la première séance pour fixer le ou les objectifs, et ensuite 4 séances maximum pour justement travailler sur l'atteinte de ces objectifs. Et c'est vrai que j'ai souvent été jusqu'à 4 séances. Je trouve que ça a renforcé mon écoute des patients, aussi dans l'idée que c'est à eux aussi de trouver leurs propres solutions. Donc voilà, ça m'a permis de développer ce savoir-faire, et de ce fait ça retire de la monotonie. C'est vrai qu'en pratiquant de cette manière-là, on ne s'ennuie jamais, on n'a jamais l'impression de faire la même chose, même avec des sujets semblables. Quand je reçois les patients, moi je réalise en fait un bilan médico-sportif, donc je fais un diagnostic éducatif autour de l'activité sportive, voir un petit peu quelles connaissances ils ont par rapport à ça, est-ce qu'ils ont déjà pratiqué, et puis de voir avec eux ce qu'ils peuvent mettre en place pour changer leurs habitudes de vie. Et j'oriente les patients vers des clubs qui proposent des créneaux adaptés, qu'on appelle des créneaux sport santé. Ensuite, je les vois 6 mois, 1 an après pour faire le bilan final où je refais passer les tests d'entrée en fait, pour voir l'évolution. Et entre-temps, je les revois 2-3 fois pour faire des bilans intermédiaires pour voir comment ça se passe, et à chaque fois on se fixe de nouveaux objectifs par exemple. Alors les créneaux sport santé, ils existent dans la région Champagne-Ardenne depuis 5 ans. En fait, c'est des créneaux qui sont proposés par certains clubs, donc ça c'est à différents endroits de la région. C'est des clubs ou des fédérations qui forment leurs éducateurs sportifs à prendre des différentes personnes atteintes d'une pathologie chronique. En fait. Sur Reims, on a quand même pas mal de disciplines que l'on peut proposer. Ça va de la gym à la marche nordique, les séances en piscine, il y a de l'aviron, il y a également du badminton, du tennis. En gros, dans ces créneaux-là, il y a maximum 10-12 personnes selon la discipline. Que chacun y aille à son rythme en fonction de ses capacités. En fait, c'est ça l'objectif, de vraiment adapter la prise en charge à la personne. L'objectif de ces créneaux, en fait, à la base, ça a été établi que les gens puissent y aller pendant 1 an. L'objectif ensuite étant d'aller dans un créneau loisir.
Concrètement sur le terrain, ça se passe pas forcément toujours comme ça, parce qu'il y a des patients qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir intégrer un créneau loisir. Donc ça, moi, quand je revois les gens en bilan, en fait, des fois, on réajuste avec eux et on voit, mais ça se peut des fois qu'ils suivent ce créneau pendant 2 ans, voire 3 ans, mais l'objectif étant d'avancer et d'aller dans un créneau loisir ensuite. Alors, pour faire l'éducation thérapeutique, on ne peut pas être tout seul. Pour pouvoir adresser un patient vers un autre professionnel, il faut connaître ce professionnel, il faut pouvoir, comme je le dis, l'accompagner un petit peu de manière virtuelle vers l'autre professionnel. Donc, il faut qu'il y ait une rencontre. Or, nous avons encore beaucoup trop de formations monoprofessionnelles, alors qu'on nous dit bien que la prise en charge globale du patient est pluriprofessionnelle. Donc, il faut vraiment que l'on connaisse mieux également les compétences, la façon de travailler des professionnels qui nous entourent. J'entends par là les diététiciens, podologues, qui sont finalement déjà des professions qu'on connaît très peu. Quant aux éducateurs sportifs et autres, alors là, carrément, il y a certains médecins qui ne savent même pas que cela existe. Cette façon de faire, ça a permis de développer le dialogue avec les professionnels, en particulier avec le médecin traitant, puisque c'était avant de venir me voir, les patients convenaient avec leur médecin traitant que la problématique était alimentaire. Je dirais que les difficultés, c'est plutôt pour prendre en charge de cette manière-là les patients en dehors du projet. C'est-à-dire que les patients qui venaient me voir dans ce projet étaient déjà préparés à cette façon de travailler. Ils avaient également le soutien de leur médecin, finalement. Alors que les patients que je vois en dehors du projet ne sont pas forcément prêts à travailler de cette façon-là. Il y en a qui sont très demandeurs et qui justement attendaient cette façon de travailler. Autant il y en a, ils sont un peu perdus au départ. Quand on leur demande finalement de réfléchir aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'attendent à avoir des solutions toutes prêtes, à avoir une liste d'aliments interdits, conseillés, enfin voilà. Donc c'est là que je me dis qu'on s'aperçoit vraiment que la prise en charge de ces patients-là nécessite un partenariat avec tous les professionnels finalement qui interviennent dans la prise en charge de ces patients. Les liens par rapport aux différents professionnels impliqués dans CareDiab, on les a surtout par l'intermédiaire de la plateforme Ornicar. Donc quand moi je reçois un patient qui est issu de CareDiab, je vais remplir mon bilan sur Ornicar, mais il y a déjà le bilan du médecin. Et des fois, si ce patient a suivi d'autres parcours, par exemple avec la podologue ou avec la diététicienne, il y a aussi ces bilans-là qui sont sur le fichier. Donc il y a ce lien-là, et puis qui est plus, on va dire, virtuel. Et après, il y a le lien vraiment concret lors des réunions CareDiab qu'on a tous les 3-4 mois avec les différents professionnels. Et en même temps, le fait que ce soit structuré, que ce soit stabilisé sur un dossier informatique, nous permet à nous, gestionnaires de projet, de rendre des comptes à notre financeur en comptabilisant le nombre de patients, le nombre de séances, la durée du suivi, le profil des patients, et puis de dire si les objectifs sont atteints. Il y a des questions qui sont répondues au fil de l'eau par les professionnels, et on va pouvoir regarder ce qui s'est dit, en faire une évaluation qualitative et quantitative, et avoir un justificatif comptable de l'usage des fonds qui nous ont été alloués par le financeur pour mettre en œuvre ce programme. On a vu justement au cours de l'évaluation quadriennale qui nous a fait regarder ce que les médecins avaient écrit dans le dossier informatique partagé, que la partie évaluation est pas toujours remplie, elle est souvent assez pauvre, et qu'on a peut-être tous à se former à l'écrit professionnel par rapport à ça. Écrire un compte-rendu ou un diagnostic avec des valeurs biologiques ou anthropométriques, voilà, ça on sait faire. Par contre, pouvoir relater de ce qu'on s'est dit pendant un quart d'heure ou une demi-heure autour d'un ressenti ou d'une préoccupation, de quelque chose de parfois flou et mal défini, on n'est peut-être pas très habitués, nous, en tant que soignants, à transmettre ça facilement.
Chaque année, on a environ entre 120 et 150 patients inclus dans le programme qui bénéficient en moyenne de 3 à 4 séances d'éducation plus un bilan initial. Certains vont bien plus loin, on monte jusqu'à 12-13 séances, et puis certains s'arrêtent au bilan et ne passent pas la porte du professionnel recours, soit parce qu'ils n'en ont pas le besoin, c'est-à-dire que les objectifs que le patient et le médecin se sont fixés ne passent pas nécessairement par des séances, soit parce que clairement il n'y a pas eu d'entente dans le bilan éducatif, et finalement ce qui avait été convenu n'a pas été mis en œuvre. Beaucoup de nos confrères sont persuadés de faire déjà de l'éducation thérapeutique. Et finalement, dans la pratique, on voit que les choses sont beaucoup plus difficiles. On voit que ça nécessite réellement un changement de pratique et que pour ça, il y a une formation indispensable qui permet de prendre un temps pour réfléchir sur la manière dont on a organisé le fonctionnement de son cabinet et puis la manière dont on pourrait finalement recevoir le patient. Donc il faut quand même que les médecins s'investissent et ils sont d'accord pour reconnaître la difficulté qu'on a actuellement à gérer les maladies chroniques, mais ensuite donner plus de place aux patients leur donne parfois un peu un sentiment d'insécurité parce que nous n'avons pas été formés pour cela. L'association des réseaux, elle est financée par l'ARS. L'ARS dans le cadre du FIR, le Fonds d'intervention régional. Ce FIR permet, dans le cadre d'un CEPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, à l'association de bénéficier d'une dotation globale pour atteindre des objectifs qui sont fixés dans le CEPOM. Ce CEPOM a l'avantage aujourd'hui d'être fléché sur 4 grandes masses: l'investissement, la masse salariale, le fonctionnement, les prestations dérogatoires. À partir du moment où on respecte l'enveloppe globale et qu'on respecte les enveloppes des grandes masses, on a le droit de faire ce qu'on veut. Du coup, l'association, aujourd'hui, elle bénéficie d'un financement qui est à hauteur de 750 000 € par an. Pour l'éducation thérapeutique, on bénéficie en plus de 30 000 € pour la mise en œuvre des séances. Bilan éducatif, bilan spécifique, séances, individuelles ou collectives, et l'ensemble de l'ingénierie de projet, de l'organisation, de l'animation, du fonctionnement, la réservation d'une salle, tout ça est pris en charge sur l'enveloppe réseau, y compris le temps de travail, le mien, celui de mes collègues, sur ce qu'elles font pour organiser, animer, et le système d'information. Et donc aujourd'hui, si on devait calculer de façon analytique le temps de travail et le coût que ça représente en termes de charges sociales, charges patronales et salaire, le fonctionnement, les réservations de salles, etc. En tout, le programme représente une enveloppe de quelque chose comme 100 000 €. 30 000 pour les séances, 70 000 pour l'organisation du programme. Et l'estimation des 100 000 € a été faite l'année de l'évaluation quadriennale. Et fatalement, rassembler des professionnels de santé, des chefs de projet pour les faire travailler, analyser des données, 136 patients, un peu plus de 700 questionnaires. Dans chaque questionnaire, il y avait environ une trentaine ou une quarantaine de questions. Le traitement, puis faire un rapport, etc. Ça nous a pris beaucoup de travail, qui coûte un peu de sous. Les difficultés, c'est que même si on est convaincu du concept de l'éducation thérapeutique, on est parasité par l'accueil et la prise en charge des soins primaires, qui fait que même si on souhaitait recevoir le patient d'une certaine manière aujourd'hui, on va être peut-être gêné par la consultation précédente, voire par la demande du patient qui va être tout autre, parce qu'il a également aujourd'hui une demande très spécifique. La deuxième difficulté qui se pose, c'est également, on est dans les maladies chroniques souvent sous un suivi trimestriel. Suivi trimestriel me semble inadapté à une action éducative. En un trimestre, il se passe beaucoup trop de choses pour un patient. Donc ça justifie de revoir son organisation et de proposer certainement
aux patients un suivi plus régulier. L'éducation thérapeutique, la séance d'éducation thérapeutique est une nouvelle fois l'exemple même du fait que le paiement à l'acte n'est plus adapté à nos pratiques. On peut organiser l'accueil, et on doit le faire, des soins primaires. On peut organiser aussi un suivi de nos patients porteurs de maladies chroniques. Mais il me semble que continuer à comptabiliser un nombre de patients pour une rémunération correcte d'un médecin me semble complètement inadéquate. Notre problème actuellement, c'est d'essayer de répondre immédiatement à un problème. On est formé pour ça. C'est vraiment les pathologies aiguës. Examen clinique, diagnostic et traitement. Ça, c'est formidable. Maintenant, dans des situations plus complexes, on s'aperçoit que investir du temps permet ensuite d'en gagner. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les infirmières ont de plus en plus de mal à trouver leur place dans le programme. Il y a quand même une vraie culture, quand on parle de diabète, autour de l'alimentation et de l'activité physique. Quelle est la place de l'infirmière sur ces sujets-là ? Il n'y en a pas, puisqu'il y a des diététiciennes et des éducateurs médico-sportifs. Pourtant, il y a plein d'autres sujets autour du traitement, autour de la façon d'apprécier sa maladie et de vivre avec, de la prendre en compte dans une vie professionnelle, personnelle, familiale, sur laquelle l'infirmière aurait plein de rôles à jouer. Mais est-ce qu'il y a un blocage du côté des médecins, du côté des patients ? Des deux. En tout cas, les priorités et les objectifs qui sont fixés ne vont pas trop sur ces champs-là, et donc du coup, il y a peu d'usage des infirmières. Dans notre région, on souffre d'une pénurie de médecins. Du coup, clairement, les médecins aujourd'hui peuvent avoir à certains moments une réelle difficulté à prendre le temps nécessaire pour faire les bilans éducatifs correctement. Ce qu'on se dit, c'est que l'infirmière, elle pourrait avoir un rôle un petit peu de binôme sur le bilan éducatif. On a entendu parler de ce que faisait Azalée, on a vu ce qu'on avait fait nous dans le cadre de des premières années du programme avec le binôme médecin-infirmier qui était vraiment très apprécié des professionnels. Et du coup, ça soulagerait le médecin, ça répartirait la charge, la responsabilité aussi. Ça permettrait aux patients d'avoir vraiment cet espace d'échange et de discussion, de pouvoir dire les choses. Ça redonnerait de la place à l'infirmière, ça la valoriserait aussi, je pense. Ça créerait du lien entre le médecin et l'infirmière. En tout cas, voilà, notre job à nous, il est aussi de faire évoluer le processus du programme, de le faire évoluer pour qu'il corresponde aux attentes des financeurs, aux attentes des professionnels, aux attentes des patients, aux réalités du terrain, aux possibilités techniques, financières, etc. C'est le job d'un chef de projet.